nous allons vous présenter Bernard. Bernard, c'est ce petit camion que l'on a aménagé dans le cadre de l'écriture d'un livre sur l'aménagement de fourgon. Il s'agit d'un Opel Vivaro de 2017, donc c'est une version rallongée, donc une version longue en L2. Ça permet de gagner une quarantaine de centimètres sur l'aménagement. Nous avons ajouté plusieurs fenêtres. Ici, il y a une première fenêtre sur la porte latérale. Il s'agit d'une Dometic Sight S4 projetable. Nous en avons une autre, une petite à ce niveau-là. C'est à nouveau une Dometic Sight S4 projetable. De ce côté du véhicule, la coupelle de remplissage pour l'eau. C'est ce qui va nous permettre de remplir notre réservoir depuis l'extérieur du véhicule. Nous avons pensé cet aménagement, bien qu'il ne soit pas pour nous, comme s'il l'était, avec les problématiques des différents fourgons qu'on a pu avoir. Par le passé, on a eu un petit Renault Trafic, un Grand Ducato et un Crafter en intermédiaire. Donc on a essayé de penser à tout ce qui nous avait posé problème sur ces fourgons pour y remédier. Dans Bernard, il y a de nombreux rangements. Nous avons déjà ici un grand tiroir. Il y a un placard. Nous l'avons pensé pour mettre la couette et les oreillers, parce que bien souvent ça a tendance à se balader dans un petit fourgon. Encore un tiroir à ce niveau-là, avec des coulisses à billes, donc c'est des coulisses de qualité. Il y a à ce niveau-là encore un tiroir. Il y a des petites caisses de rangement. Ce type de caisse est juste maintenu avec un petit rebord de 5 mm pour être aux normes. Il y en a une plus grande à ce niveau-là. Ici, il y a deux petites étagères. À nouveau, des caisses ici et ici. Des étagères à ce niveau-là. Et en bas, c'est un petit creux qu'on a laissé pour pouvoir mettre les chaussures pour éviter que ça traîne dans le passage. Ensuite, nous avons une grande table ici qui est escamotable, voilà, avec encore des rangements. L'intérêt, c'est de ne pas avoir de pied, prendre un minimum de place, un minimum d'encadrement et de pouvoir être utilisé à la fois en mode lit et en mode assise, comme la configuration actuelle. Sur le haut, un petit verrou pour éviter que celle-ci ne s'ouvre en roulant. J'ai oublié deux petits rangements. Il y en a un ici, à nouveau, un grand tiroir avec une grande profondeur. Et un ici, pareil, un tiroir avec une bonne profondeur. Hop là. Donc là, c'est la vie du fourgon, du coup, quand il est en mode banquette. Mais nous avons conçu un lit peigne de sorte à faire un lit. Donc le lit, quand il se transforme, c'est un lit de 120 par 190, donc c'est un lit qui est traditionnel, qui est confortable, qui permet de dormir même pour les personnes qui font une certaine taille, puisque les lits dans les maisons font 190 de longueur. Donc pour ce faire, il y a ici un petit verrou pour éviter que ce lit s'ouvre et ça vient glisser. Hop. Ensuite, on a juste à mettre les mousses qui nous servaient de dossier en mode lit. Et une fois que le lit est en place, nous avons donc un grand lit. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'intérêt d'avoir une table sans pied, c'est que si on veut laisser en mode lit, et ben on a toujours accès à la table. Donc on peut très bien manger, prendre le petit déj ou travailler depuis un ordinateur, regarder une série avec la table. Nous avons fait en sorte que même en mode lit, il y ait un maximum de rangement accessible. Par exemple, ce tiroir, il est accessible. Ici, pour ranger la couette et les oreillers, c'est également accessible. Et il est tout aussi rapide de le remettre en configuration banquette. On n'oublie pas de verrouiller et on remet les dossiers. Donc à savoir qu'il est homologué VASP Caravane, c'est-à-dire qu'il répond aux normes d'homologation et que tout a été fait dans les règles de l'art. Donc d'un point de vue sécuritaire, c'est intéressant parce que normalement il n'y a pas de danger vu que les choses ont été faites et contrôlées. La vie à l'intérieur, comment ça se passe? Nous avons une cuisson Tedford avec allumage électronique, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de briquet pour s'en servir. Il y a juste à rester appuyé, ça fait une étincelle, on tourne et le gaz arrive. Hop là. Ici c'est du verre trempé, ça veut dire que ça ne va pas s'oxyder ou rouiller dans le temps et c'est facilement nettoyable. À savoir que les plaques, pour répondre aux normes, le brûleur ici, il est fixé et qu'il est équipé de thermocoupe, donc de dispositifs de surveillance des flammes. Ça veut dire que s'il y a du vent et que ça coupe la flamme, ça va arrêter le gaz. Donc c'est ce qui fait qu'une plaque de cuisson est homologuée. Nous avons ajouté ici une crédence sur mesure sur tout le tour pour protéger à la fois
la flamme et des projections pour que ce soit facilement lessivable quand on cuisine. Ensuite ici, il y a un évier avec un mitigeur classique, un mitigeur de maison qui est flexible. Donc ça veut dire qu'on peut le baisser pour faire la vaisselle sans que ça éclabousse partout. À ce niveau, la glacière, donc un petit verrou à ce niveau-là et à sourd. Donc c'est une glacière à compression de la marque Carbest. Il y a deux compartiments. On peut très bien choisir un compartiment freezer jusqu'à moins 18 degrés. Donc c'est à compression, ça veut dire 100% électrique et que ça fait vraiment du froid. Contrairement aux glacières thermoélectriques à effet Peltier qui consomment énormément. Nous avons fait le choix de la mettre pas sur des coulisses mais sur des roulettes pour que ce soit plus solide. Ensuite, ce qu'on peut dire sur le choix des matériaux. Au niveau de l'habillage, sur les murs, nous avons du contreplaqué tout peuplier. Donc c'est du contreplaqué en 8 mm qui a été peint avec une sous-couche et 2 couches de peinture. Il y a du liège ici qui est plus décoratif que isolant. L'idée c'est de pouvoir accrocher des photos, des dépenses bêtes, ce que l'on veut. Sur l'arrière, nous avons de la moquette automobile qui a été collée avec de la colle en spray. Donc l'intérêt de cette moquette c'est de recouvrir toute la tôle pour qu'il n'y ait aucune tôle apparente et aucun pont thermique. Et on peut voir que du coup, on en a mis vraiment partout de cette moquette. Ensuite, au niveau des fenêtres, donc je vous ai dit, c'était des Dometic Sight S4. L'intérêt de ces fenêtres, c'est ici, c'est du double acrylique projetable. Ça veut dire qu'on peut les ouvrir même s'il pleut. C'est plutôt pratique pour avoir de l'air dans un si petit espace. Il y a du coup l'occultant et il y a aussi la moustiquaire, efficace l'été contre les insectes. Et il s'agit exactement de la même chose à ce niveau là sur cette fenêtre avec l'occultant et la moustiquaire. Pour le lanterneau, il s'agit d'un lanterneau de 40 par 40 avec une aération permanente de 150 cm². L'aération permanente est une obligation dans les normes VSP et il s'agit d'un modèle à poignée. Pour l'ouvrir, voilà, là il est ouvert et il est fermé et verrouillé. Et il est équipé d'un occultant, d'une moustiquaire. Donc concernant le gaz, il y a un compartiment à gaz qui est totalement étanche. C'est-à-dire qu'il est étanche vis-à-vis de la partie habitacle. Si la bouteille fuit ou qu'il y a un problème au niveau de la lyre, donc le tuyau flexible, le gaz ne va pas aller dans la partie où nous sommes, il va aller vers l'extérieur puisqu'il y a une aération permanente. Sa surface est réglementée en fonction de la capacité de la bouteille de gaz. Nous avons fait le choix de mettre une petite bouteille, donc c'est une bouteille de 6 kg. Ça veut dire que c'est une toute petite aération qui est nécessaire, c'est un petit trou à faire. Mais si vous partez sur des bouteilles de grosse capacité, là il faudra 100 cm², donc ça commence à faire une belle surface, un beau trou dans le plancher. Le compartiment gaz est ici, il est verrouillé avec un locto. Hop, nous avons les affichages réglementaires. Ensuite, nous avons un joint sur tout le pourtour de la porte qui nous permet d'étanchéifier le coffre. Donc la bouteille de gaz ici d'une cube de 6 kg, elle est fixée avec un point haut, un point bas, une sangle à ce niveau là, une autre sangle à ce niveau là. Il y a le détendeur qui est un détendeur de 30 millibars, une lyre qui fait 35 cm, l'adaptateur et ensuite on part en cuivre. À ce niveau là on peut voir un petit trou. Donc ici, il s'agit du trou pour l'aération si jamais il y a une fuite. Ensuite, toutes les arêtes, toutes les jonctions ont été recouvertes d'un joint d'étanchéité. Donc de notre coffre à gaz, on part en tuyau rigide avec du cuivre d'un diamètre 6-8 ici. Et tout le reste doit être en élément rigide. Le souple est interdit, sauf dans certaines conditions, mais nous ne les avons pas. Donc on sort l'autre côté du meuble avec ici des vannes d'arrêt. Chaque équipement a sa propre vanne. Ici, la plaque de cuisson qui part, hop, qui arrive ici avec un collier de fixation du tuyau qui doit être aussi anti-corrosion. C'est pour ça qu'il y a du caoutchouc dessus. Et ici, c'est une petite façade surément qu'on peut facilement retirer. Et le tuyau, ici, on vient raccorder la plaque de cuisson avec un raccord Bicon. Les deux tuyaux sont liés et on a testé avec une bombe mousseuse que ça ne mousse pas, donc que ça bulle pas et donc il n'y a pas de fuite. Ensuite nous avons le second qui part, qui va sur l'arrière de tous les meubles. Là on peut le voir à ce niveau là sur l'arrière.
Il continue également à l'arrière de celui-ci. Là, il va rejoindre le chauffe-eau qui est dessous le véhicule. Nous avons une petite trappe d'accès à ce niveau-là qu'on peut retirer. Là. Ici, on a la zone d'accès au chauffe-eau. Le tuyau qui passe de cuivre qui passe ici et qui va dessous en raccordement avec le même système, un raccord beacon qui permet de raccorder le chauffe-eau. Concernant l'eau, nous avons donc vu qu'il y a ce chauffe-eau. Il s'agit d'un chauffe-eau, le Wild Expanse de 8 litres, donc c'est un boiler qui est sous châssis. Il est important de prévoir une trappe d'accès parce que ici vous avez la vanne de vidange. Important l'hiver de vidanger le chauffe-eau si vous voulez pas que ça gèle et que ça éclate le boiler. Hop là. Donc là on peut le refermer là et on remet comme ça, ni vu ni connu, et sans outil on peut y accéder. Le reste de la technique pour l'eau se situe à ce niveau là. On a retiré le tiroir et on se situe dans la partie technique de l'eau. Ici c'est le tuyau qui va de la coupelle de remplissage à l'extérieur et qui va remplir notre réservoir d'eau. Notre réservoir d'eau est accessible via ce bouchon que l'on peut visser et dévisser si jamais il y a besoin de nettoyer la réserve. Nous avons ici une pompe à eau automatique d'une 7 litres minute. Donc cette pompe à eau automatique, c'est simple, dès qu'on va ouvrir un robinet, elle va détecter une baisse de pression, donc elle va s'ouvrir. L'ensemble de notre système est fait avec des raccords Uniquick ou John Kay, donc ce sont des raccords rapides, c'est du PER en 12 et des raccords rapides. Donc il y a juste à emboîter le tuyau et c'est étanche, donc il y a très peu de colliers. Les seuls colliers que l'on peut avoir, c'est au niveau du tuyau de remplissage et de l'éventaire. L'éventaire, c'est ce qui va permettre, quand on remplit le réservoir, à chasser l'air qui est à l'intérieur, sinon ça mettrait le réservoir sous pression et ça pourrait l'éclater. À ce niveau-là, une sonde de niveau permettant de connaître le niveau de l'eau. Et cette sonde de niveau, donc, elle est immergée à l'intérieur et elle nous donne les informations à ce niveau-là. On a juste à appuyer sur le petit bouton et ça nous met le niveau. Donc là, le véhicule il est pas utilisé, il est en mode hivernage, c'est pourquoi on a vidé tout pour éviter que ça gèle et que ça éclate les canalisations. Donc là, on est sur la réserve et ici, si c'est en haut, c'est tout rempli et ainsi de suite. Nous avons mis un petit interrupteur pour la pompe à eau. Lui, c'est une pompe automatique, elle se met automatiquement sous pression. Ça veut dire que si jamais vous avez plus d'eau, et ben elle va pomper jusqu'à atteindre la pression réglée. Et s'il n'y a pas d'eau, jamais elle va réussir et du coup elle va tourner dans le vide. Donc avec ce petit interrupteur, on peut l'arrêter à tout moment. Là ça tourne. Hop, et je l'arrête. Voilà. Ensuite, à ce niveau-là, nous avons la commande du chauffe-eau. Donc je vous ai dit que c'était un Wave. Le chauffe-eau qui est sous châssis. Il existe aussi une version à l'intérieur. Son paramétrage est simple. On met sur la flamme, il chauffe l'eau à 70 degrés. Et si jamais on met sur le flocon à ce niveau-là, il se met en mode hors gel. L'intérêt de ce chauffe-eau, c'est qu'il y a à l'intérieur une sonde de température qui va maintenir l'eau à 5 degrés et qui ne va pas vidanger tout le circuit comme il peut y avoir sur d'autres chauffe-eau. Le réservoir qui est ici, il fait 56 litres. Il permet d'alimenter donc à la fois le robinet qui est ici et une douche extérieure qui est sur l'arrière du véhicule. On a juste à ouvrir la porte ici. Et sur l'arrière du véhicule, vous avez une douche. À savoir, quand on a une cuve d'eau fixe, il est obligatoire de pouvoir récupérer les eaux usées. Donc les eaux usées, c'est l'eau qui va être utilisée pour la vaisselle notamment. Sous le véhicule, il y a une réservoir d'eau faite sur mesure de 30 litres. Cette réserve d'eau est normée, elle doit faire au minimum 50% de la capacité en eau propre. Donc si vous avez une réserve de 100 litres, il vous faut 50 litres d'eau usée. Donc nous avons vu le gaz, nous avons vu l'eau, et ce qui nous permet d'avoir de la lumière, de pouvoir recharger un téléphone, un PC, tout ça, ça concerne l'électricité. C'est important de faire un bon dimensionnement électrique. Qui dit dimensionnement électrique dit étude des besoins. Il faut savoir ce que vous voulez brancher, combien de temps vous voulez brancher, quel sera votre mode de voyage, si vous roulez tous les jours, si vous voulez être autonome totalement, si vous allez tous les soirs au camping. Tout ça va impacter votre dimensionnement électrique. Donc qui dit dimensionnement, c'est le stockage, parce qu'à savoir, quand vous roulez ou quand vous êtes en sauvage, vous êtes raccordé nulle part. Vous n'êtes pas comme à la maison, vous allumez l'interrupteur, il n'y a pas d'électricité qui vient par les câbles. C'est vous qui allez devoir transporter votre énergie et aussi recharger votre énergie. Donc si vous voulez être autonome,
Le stockage de l'énergie se fait via une batterie. Il y a différents types de batteries, AGM, plomb carbone, gel, lithium. Chacune ont leurs avantages et inconvénients, des prix qui diffèrent, une durée de vie différente. Donc ça, c'est à étudier par rapport à l'utilisation et votre budget. Et il va falloir penser aux solutions de recharge. Les recharges peuvent être faites via l'alternateur, donc le moteur est allumé quand on roule, avec un coupleur séparateur ou un chargeur DC-DC qui va être beaucoup plus performant que le premier. Ensuite, avec le solaire, avec des panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre sur le toit. Attention à leur emplacement parce que l'ombre a un gros impact. Donc si vous mettez trop proche d'un lanterneau ou d'une galerie, et ben vous allez voir votre production chuter. Et aussi, si vous avez la possibilité de vous brancher quelque part avec une recharge sur le secteur, donc le 230 volts. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui vont souvent au camping, qui vont dans des aires de repos, qui vont chez l'habitant, ou qui ont la possibilité de se brancher assez facilement dans leur mode de vie, dans leur mode de voyage. Et que dans ce véhicule, l'électricité est derrière le fauteuil conducteur. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ici, c'est les protections des fusibles en 12 volts. Donc tous les équipements ont leur protection individuelle. Ensuite ici, c'est un battery protect. C'est un système de protection qui permet d'éviter des décharges profondes à la batterie et donc de nuire à sa durée de vie. Ici, ce sont des fusibles disjoncteurs réamorçables qui permettent de protéger ce petit boîtier qui est en bas, que j'éclaire. C'est un chargeur alternateur. Ensuite, il y a le régulateur solaire à ce niveau-là. Et enfin, ici, c'est un convertisseur de courant. C'est-à-dire que on part du courant continu qui est stocké sur la batterie pour arriver en courant alternatif en 230 volts pour alimenter des prises classiques ici comme à la maison. Il s'agit d'un convertisseur de 800 VA, donc c'est à peu près 750 watts. Important à connaître la puissance de son convertisseur afin de déterminer qu'est-ce qu'on peut brancher et pas brancher. Donc la batterie se trouve à ce niveau-là, elle se trouve dessous, complètement dessous, là on en voit un tout petit bout. Donc il s'agit d'une batterie AGM pour le coup de 130 ampères de la marque Victron Energy en deep cycle, donc cycle profond, qui est d'une batterie assez bonne qualité. Ce système électrique, il nous permet d'alimenter des rubans LED, un à ce niveau-là et un sur le fond. Donc c'est des rubans LED avec variateur. Ça veut dire que je peux, avec la petite molette ici, varier l'intensité, donc plus ou moins fort. Ensuite, nous avons deux spots, un ici, un ici. Donc c'est des spots à la base faits pour des maisons en 230 volts avec un transfo. En sortie de transformateur, ils étaient en 12 volts. Donc si on coupe le transfo et qu'on raccorde ça à la batterie, ça fonctionne très bien. Nous avons une prise ici de 130 volts pour brancher un PC, un mixeur, un drone, enfin tout ce qui peut être branché dans la limite de 750 watts. Ici, un double USB avec interrupteur. Nous avons fait le choix de mettre deux interrupteurs pour pouvoir isoler les sources de lumière et éviter d'avoir toujours tout allumé et ainsi économiser de l'électricité. Ensuite, nous avons mis sur l'arrière la même chose, une prise 230 et un USB. Et enfin, à l'entrée, nous avons exactement la même chose avec une prise 230 et un USB. Ça, c'est bien pratique quand vous êtes dehors et que vous voulez recharger des équipements sans avoir les câbles ou sans avoir à rentrer à chaque fois à l'intérieur du véhicule. Au-delà des équipements que l'on peut voir, il y a donc la plaque électrique, comme on a pu voir, pour faire la petite étincelle pour allumer le gaz, sans briquet. Ensuite, la pompe à eau, qui nécessite de l'électricité. La sonde de niveau, qui est ici, qui nécessite également de l'électricité. Et enfin, le chauffe-eau, bien qu'il soit au gaz, pareil, il faut une petite étincelle pour allumer. Et surtout la glacière, qui est le plus gros consommateur de ce van. On va sortir du véhicule. Hop là. On ferme la porte. Il fait un peu sombre. Désolé, on s'y prend un peu tard pour faire la vidéo. On retrouve à ce niveau-là la grille d'aération permanente, basse, qui est reliée à une conduite et qui passe à travers le plancher, donc moins de 10 cm de hauteur, et une surface réglementée également. La douche à l'extérieur et un grand rangement. Regardez. Et on peut voir du coup que même sur les passages de roues, il y a de la moquette qui permet de couvrir la tôle et d'éviter tout pont thermique, toute humidité cauchemar des véhicules. Sur le véhicule, nous avons un grand panneau solaire
Donc c'est un panneau solaire de 215 watts qui permettra une autonomie assez intéressante à ce véhicule, étant donné qu'il n'y a pas énormément d'équipement. Et c'est surtout qu'on ne peut pas forcément mettre plus en termes de place sur ce véhicule. Vous avez le passe-toit à ce niveau-là, les raccords ici qui sont des raccords MCK, donc des raccords étanches, les plots de fixation et le panneau solaire. Et voici le véhicule vu de l'arrière. J'espère avoir tout dit. Si jamais il vous manque des informations, des éléments, n'hésitez pas à nous poser des questions. On vous répondra avec plaisir. À savoir que ce véhicule a été fait dans le cadre de l'écriture d'un livre sur l'aménagement. C'est lui qui nous a permis de faire tous les tutoriels qui seront disponibles. Donc beaucoup d'informations et de questions auxquelles vous vous posez seront certainement en réponse dans le livre. Mais nous y répondrons du coup volontiers dans les commentaires également. Nous remercions toutes les personnes d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Et puis on se dit à très vite.